Voici Info.tvc. Images des maisons hantées de Saint-Noël, Cozapscal et entrevue complète avec les organisateurs du sous-sol hanté de l'église de Saint-Arcius et entrevue avec Nick Michaud, bédéiste. Devenez bénévole pour Opération Nez Rouge. Pierre Damour, maire d'Amqui et Marie-Camille Saint-Amour de l'OBVMR font un retour sur l'éradication de la berce l'été dernier. Mireille Chalifour, également de l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche, fait le bilan des aménagements de jardins de pluie en route vers Valbriand. Et nous rencontrons un entrepreneur qui a du succès en Chine, M. Carl Brault. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Cette semaine, on vous fait parcourir la Matapédia et même plus loin encore, on vous amène jusqu'en Chine. Et on commence tout de suite avec un retour sur l'Halloween qui, dans la Matapédia, s'est passé le 31 octobre. On s'en va du côté de Saint-Noël. Ils ont fait un parcours hanté. On a des photos pour vous. Ensuite, on vous transporte du côté de la Maison des Jeunes de Cozapscal où Francis est allé faire une visite de la maison hantée là-bas. Il y a de quoi avoir peur, vous serez avertis.
transporte du côté de Saint-Tarcisius avec la Vallée hantée, une maison hantée dans le sous-sol de l'église qui va vous faire frissonner. Et Nathalie a rencontré les membres du comité organisateur. Bonjour à tous! Jean de Saint-Tarcisius, vous avez vraiment des beaux minois, là. C'est le fun de vous voir. Je pense que vous avez donné tout un spectacle le 31 octobre et ainsi que le 2 novembre. Vous avez fait 2 représentations, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez eu beaucoup de monde cette année? Oui, ça a triplé. On peut dire que ça a triplé avec l'an passé. L'an passé, c'était la première fois. On avait eu un peu plus de 100 personnes. Maintenant, on a eu 368, je crois. Oui. Hier et pas hier, pour les 2 journées. Ça fait que c'est valorisant. Oui, c'est assez exceptionnel. Et dites-moi, la préparation de cette soirée-là, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? On a commencé au mois de juillet, 5 soirs semaine. Les derniers mois d'octobre, je dirais qu'on a fait du 9 à 11. Quasiment 3-4 soirs par semaine. Le samedi même, on est venu. C'était tout un exploit. Puis, il y a beaucoup de décorations qui ont été créées de toutes pièces ici. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle sorte d'artisanat que vous avez fait? Dans mon cas, c'était surtout les masques qui ont été faits avec du papier mâché. Ça a pris énormément de temps. On a eu une superbe décoratrice de visage, là, qui on peut dire, qui ont fait des peintures extraordinaires avec ça. Fait que après, ça a été, comme vous avez pu voir, les momies transparentes. Il y avait même une femme enceinte avec son bébé qu'on n'a pas allumé les lumières. Malheureusement, ils n'avaient pas pu voir dans son ensemble. Mais toutes sortes de choses comme ça qu'on a travaillé énormément fort. Et c'est énormément rassembleur parce que vous avez, c'est toutes les générations qui ont travaillé là-dessus. Est-ce que vous pouvez me parler un peu là, des gens qui se sont impliqués? Oh mon Dieu, il en manque pas mal, là. Il en manque pas mal. Il y avait même des enfants aussi, mais dans les figurants, il y avait tous les âges. Là. Mais pour les décos et tout le kit, il en manque pas mal. Il y a Denise, nous autres, en fin de compte, mais il manque Thérèse Plourde, Nancy Jean, Micheline Jean, Stéphanie, oui. Je suis sûr qu'on en oublie, mais il y en a eu beaucoup, oui. Mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est que c'est les enfants aussi qui contribuent à ça. Puis, ça leur enlève le goût de participer, de passer l'Halloween. Là. Il y en a beaucoup qui ont été figurants ici. Là. Il y avait combien de figurants durant la soirée? Durant les deux soirées ensemble, je pense que ça a dû aller entre 35 et 40, comme il faut. Oui. 35, incluant les enfants, là, on a dû être 35 à 40 personnes qui étaient figurants. Il y en avait à l'extérieur, il y en avait à l'intérieur. Puis il y avait des gens ici qui pour l'accueil. Puis on a même eu des personnes qui nous ont préparé un spot, vu que on arrivait à la dernière minute, hein, puis on a eu un bon souper, puis c'était super gentil de leur part. C'était le fun. Ça devient une fête commune là, pour le village. Oui, ça a été vraiment un travail d'équipe. Tout le monde a travaillé ensemble sans qu'il y ait de bisbille ou quoi que ce soit. On a travaillé énormément fort et chacun y a mis vraiment du sien. On ne peut pas, comme vous disait Linda tout à l'heure, se souvenir de tous les noms. Vous savez, on a à peu près 400 à 500 ans. Fait que c'est normal qu'on commence à oublier. Ça, les vieux, là, nous autres. On a eu des personnes et tout qui ont donné leur nom pour l'année prochaine, que ça les intéressait beaucoup de participer. Des gens qui avaient peur, là. Vraiment peur, là. Puis, arrivé ce côté-ci, ils ont dit, bon, ça nous intéresserait pour l'an prochain de participer, nous aussi. C'est à leur tour de faire peur, là. Ils veulent se reprendre. C'est plus le fun de faire peur que d'avoir peur. Donc, ça va être de retour l'an prochain? Oui. Probablement. En principe, si on n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, on est rendu vieux pas mal. On a travaillé fort pour notre âge, mais peut-être que l'an prochain, on sera encore debout. Hein? Toujours dans le but d'amasser des fonds pour l'Église aussi. Ah oui? Ouais. Parce qu'en même temps, c'est ça, vous aviez quand même un autre but là, durant cette soirée-là. Vous avez amassé combien cette année? On a calculé 400 $ de dons bénévoles
que j'ai compté ce matin avant que vous arriviez. Parce que tout le monde voulait le savoir, hein? Comment qu'il y avait eu. Puis comme hier, j'ai pris congé, mais là, ça a été ce matin là, avant de savoir 403 $. C'est bon. Ah ben félicitations, tout en s'amusant, bravo, et puis on se dit à l'an prochain, c'est certain. Ah, merci à vous d'être là. Merci à Valérie Pouillette, hein, venir, hein. Ça fait que, tu sais, je veux dire, j'ai des gens que je connais qui sont allés à Québec qui ont été déçus. Puis ils ont dit que si, c'était merveilleux. Bon, c'est parfait. Nick Michaud, tu es de retour dans la Matapédia. Tu es un BDiste. Dis-moi, ton parcours un peu là, avant d'arriver ici, là, qui t'es? Ben moi, j'ai étudié en graphisme, j'ai étudié en dessin animé, mais j'ai toujours la passion de la BD. Fait que ça a toujours été mon amour inconditionnel. Quand tu as une carrière, tu as toujours un plan A, plan B. Moi, j'avais juste mon plan A, puis je fonçais dedans. Il arrivera ce qui arrivera. Donc, ça a été bon parce que j'ai quand même, à date, j'ai sorti ma maison d'édition. Ça fait 1 an et demi, 2 albums. Il y en a 3 autres qui s'en viennent. Donc, c'est des bonnes choses qui arrivent. Vraiment. Et puis là, ben, tu t'es impliqué ici à Saint-Tarsius parce que, bon, tu avais la présentation de tes BD, entre autres, et tu étais là aussi le 2 novembre pour rencontrer la population. Est-ce que tu peux me parler un peu de la réaction des gens qui regardent tes BD quand ils sont venus te rencontrer ici? Bien, de fil en aiguille, avec des contacts, puis tout ça, ils m'ont contacté avec cet album-là parce que ça fit avec l'événement. Dans le fond, ma maison d'édition s'appelle Samhain. C'est le nom de la fête païenne anciennement, qui est l'Halloween. Okay. Fait que ça fit vraiment. Les gens, au début, ils se demandent, OK, c'est-tu pour les enfants, ça? Parce que oui, ça peut être lu par les enfants. Mon neveu de 9 ans, il aime bien ça. Tu sais, c'est des histoires de fantômes, c'est pas épeurant. Bien, c'est épeurant un peu, mais c'est pas violent, tout ça, c'est pas trop violent. Fait que c'est accessible pour tout le monde. Les 8 à 88 ans. OK. Et c'est une idée originale que tu as eue de rassembler 4 autres BDistes pour faire 5 histoires des légendes du Québec qui font un peu peur. Oui, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est le 2e album des éditions Samhain. Puis je voulais pas que ce soit juste l'édition Samhain, soit juste Nick Michaud. Je veux amener d'autres auteurs, tout ça. Fait que le collectif, ça a été le meilleur choix. Et c'est ça, ça donne... C'est tous des auteurs de la relève. Donc, la plupart, c'était leur premier album édité, puis tout ça. Second, quelque chose comme ça. Mais ça a tout amené à ces auteurs-là. Puis ils étaient tous motivés aussi d'embarquer dans ce projet-là. Mais combien de temps tu peux passer là-dessus? Parce qu'il y a des dessins en veux-tu, en v'là, ça finit plus. Dis-moi, c'est quoi ta technique? Et puis, combien de temps tu peux passer sur un album comme ça? Ben ça, c'est pas si pire long, vu que c'est un collectif. Donc, les autres dessinateurs, moi, je leur envoie le squelette du scénario. Les autres rajoutent de la viande autour de l'os. Moi, j'ai dessiné une histoire, donc c'est 8 pages. Chaque auteur dessinait 8 pages. Ça fait un album de 40 pages. Et c'est sûr qu'il y a la recherche. Ça, c'est quelque chose. Moi, je voulais que tous les auteurs visitent les endroits hantés pour qu'ils puissent prendre l'ambiance de la place puis l'amener le plus possible dans l'album. C'est ça, c'est ces 5 endroits-là qui revenaient le plus souvent dans les recherches que j'ai faites. Donc, c'est pour ça qu'on s'est axé là-dessus. Puis, il y a une bonne histoire aussi à compter. Dire un temps, c'est difficile. Comme Black Rose Saga, qui est un album complet que je fais 60 pages, ça, c'était très long. Mais ça, en quelques mois, on a réussi. Qu'est-ce qui est long aussi, c'est une campagne de sociofinancement, vu qu'on a une maison d'édition qui commence. Il faut se ramasser des sous avant d'imprimer ça. T'sais, on a une petite maison d'édition, on n'est pas riche, mais on n'est pas endetté. Au moins, on paye nos affaires avec les campagnes de sous-financement. Ouais. Puis ça fait rêver les gens, en plus. La campagne, elle vient de commencer sous peu. Sous peu, elle a commencé. Toi, dans le fond, pour faire la promotion de ça, comment tu t'y prends? C'est où qu'on peut retrouver les BD? Bien, la campagne de sociofinancement qui commence le 5 novembre, c'est pour un autre album qui est sur les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. OK, c'est pour l'autre. Oui, c'est ça. La campagne de sociofinancement pour lui a été faite l'année passée. C'était un succès parce que ça, il faut accumuler un montant. Si on n'a pas le montant, on n'a pas une scène. Là. Mettons que
c'est quoi? C'est 4 000 qu'on voulait, mais mettons qu'on a 3 999 la dernière journée, ça termine, on n'a rien, on perd tout. Wow. Fait qu'on veut... c'est ça, il faut atteindre le montant absolument. Donc, ça, pour les extraterrestres, là, on commence, fait que ça a commencé le 5. On va espérer que ça fonctionne aussi, mais on est tous confiants parce qu'il y a des nouveaux auteurs et c'est des auteurs très talentueux. Et j'ai bien hâte de vous montrer ça. Et si on revient à cette histoire-là, peux-tu juste me dire un peu c'est quoi l'histoire où ça se passe à Trois-Pistoles? Bien, moi, l'histoire que je fais, c'est à Trois-Pistoles, c'est la maison hantée des navigateurs. Je ne veux pas non plus trop dire les punchs. Il y a la Dame Blanche aussi, des Chutes Montmorency. Ça, c'est un autre auteur, Guillaume Proto-Beaulieu, qui fait ça. Il y a le Morin Center, une ancienne prison. Il y a eu 16 exécutions là. Quand j'ai visité la place, les gens qui travaillent là, ils disent le soir, ah ouais, il y a des choses bizarres, les portes se ferment tout seules des fois en fermant. Okay. Fait que il y a le bonhomme pas de tête de l'île aux grues. Dans les années 1800, il y avait un bonhomme, un nain pas de tête qui attaquait les gens, puis tout ça. Donc, c'est ça, c'est toutes des histoires, des courtes histoires, puis que les gens en apprennent. On n'a rien inventé, c'est toutes des histoires qui tournent autour de ces endroits-là. Fait qu'en même temps, c'est comme historique, tu apprends des choses de la place, puis c'est au Québec en plus. Puis en allant sur Facebook, j'imagine qu'on peut trouver toutes les coordonnées pour pouvoir voir les BD ou voir des extraits. Ou... Oui, édition Sawin, S-A-W-I-N. Si vous voulez acheter l'album, nous encourager, il y en a chez Check Ça, Amqui, la librairie. Génial. Ouais. Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. On va se revoir dans une autre entrevue pour présenter un peu les autres projets que tu as en cours parce que je pense qu'il y en a trop. Il y a beaucoup de choses à dire, oui. 2-3 entrevues, non. Merci beaucoup, Nick Michaud. Merci à toi. Bye-bye. Les parties de Noël arrivent bientôt et vous pensez prendre un petit verre? Soyez contents qu'Opération Nez Rouge soit de retour dans la vallée de la Matapédia. Nous sommes allés à leur conférence de presse qui nous dévoile les dates. Et si vous voulez bien sûr donner du temps et être bénévole, vous saurez comment faire. Donc bonjour à tous et toutes. C'est avec plaisir que la Fondation du CEMEC a accepté de renouveler son mandat de maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge et de rendre à nouveau disponible le service de raccompagnement sur tout le territoire matapédien en décembre prochain. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui nous permet de profiter d'une force de réseau et d'une répartition de tâches visant à assurer la pérennité du service à long terme. Dans un premier temps, il est important de mentionner que ce projet collectif peut se concrétiser grâce à l'implication de membres du personnel du CEMEC, de la Fondation Action Santé, ainsi que de plusieurs autres collaborateurs, et bien sûr des nombreux bénévoles sans qui les soirées ne pourraient avoir lieu. Notre Fondation s'implique dans ce projet pour les raisons suivantes. Opération Nez Rouge est un excellent moyen d'envoyer un message positif de sensibilisation et d'éducation à la population matapédienne sur les risques liés à l'alcool au volant. Comme la clientèle du CEMEC est constituée de jeunes adultes, la participation de celui-ci à l'activité permet de renforcer le message de prévention auprès des jeunes de la vallée. Les dons recueillis permettent à la Fondation de continuer sa mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriales. En 2018, Opération Nez Rouge a remis 4 500 $ à chacune des deux fondations. Cette contribution est très importante pour nous puisqu'elle représente environ 15 % des résultats de notre campagne de financement. Elle a représenté 15 % en 2018-2019, mais c'est quasiment comme ça à toutes les années. Un résultat aussi satisfaisant ne peut être atteint sans un appui financier important du milieu matapédien. Il est évident que nous devons compter sur des partenaires qui sont conscients de l'importance de l'activité dans notre communauté. Les entreprises de la région sont aussi invitées à former des équipes de bénévoles, ce qui facilite grandement notre planification des soirées et améliore la qualité de notre service. Je voudrais dire un merci spécial à Cindy de Roy-Hébert, qui travaille ici au CEMEC, et notre coordonnatrice Marie-Michel Voyer de la Fondation Action Santé pour leur dévouement qui permet à l'Opération Nez Rouge de très bien se dérouler année après année. Merci. C'est avec un grand plaisir que M. Guy Villeneuve, propriétaire d'Automobile Villeneuve Ford Amqui, a accepté la présidence d'honneur d'Opération Nez Rouge 2019. Je me présente, je suis Frédéric Bureau, directeur des ventes chez Automobile Villeneuve. On est heureux de s'associer et d'appuyer cette cause qui permet à la population de l'ensemble du territoire d'être plus en sécurité sur nos routes pendant la période des fêtes. L'Opération Nez Rouge est un excellent moyen de sensibiliser les gens aux impacts de la conduite avec faculté affaiblie sur les routes et leurs conséquences. Et pour réussir cette mission,
on a besoin de l'engagement des bénévoles. L'an dernier, plusieurs bénévoles se sont impliqués autant dans les raccompagnements qu'à la centrale pour faire de cette campagne une réussite. La présence d'une opération Nez Rouge a un impact positif sur le bilan routier et c'est pourquoi on espère que le nombre de raccompagnements sera en hausse cette année et on invite les gens à s'impliquer activement dans la campagne 2019. Nous croyons que l'impact de cette campagne est important sur la sécurité, mais également sur la santé des matapédiennes et des matapédiens en évitant évidemment des accidents ou, pire encore. Rappelons que ce n'est pas nécessaire d'avoir consommé une grande quantité d'alcool pour utiliser les services de Nez Rouge. En effet, tout motif de conduite avec les facultés affaiblies, comme la fatigue, c'est valable pour faire appel à Opération Nez Rouge. J'invite donc la population à s'impliquer comme bénévole dans Opération Nez Rouge et à utiliser le service. Merci. Avant de vous lire mon petit mot, je voudrais vous présenter la campagne 2019. On se souvient que l'an passé, Opération Nez Rouge nationale avait ramené un... voyons, je cherche mon mot, mais avait ramené un porte-parole, merci, pour... ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait plus. Donc, ils ont décidé de conserver le porte-parole pour les années qui s'en viennent. Donc, cette année, c'est Alexandre Barrette qui est le nouveau porte-parole pour l'Opération Nez Rouge 2019. Salut, je suis très heureux d'être le porte-parole de l'Opération Nez Rouge. Pour ceux qui l'ignorent, la totalité de vos dons sont remis à des organismes locaux dédiés à la jeunesse et aux sports amateurs. Fait que toi, pendant que t'es un fin renard sur la route, t'aides Mégane à peaufiner ses talents de gardienne de but. Parce que là, Mégane est pas encore solide au hockey. Si vous n'êtes pas en état de conduire, appelez un ami, un taxi ou, si vous voulez vraiment aider Mégane, appelez Nez Rouge, l'appel qui fait du chemin. Castor Mégane, on va pratiquer les mises en échec. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est sous le thème « L'appel qui fait du chemin » que l'Opération Nez Rouge lance sa 36e campagne. Le message met en lumière les impacts positifs qui en découlent, notamment pour les organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur qui sont responsables d'organiser les campagnes de raccompagnement de leur région. Rappelons que la totalité de vos dons profite directement à ces organismes qui, dans notre cas, sont la Fondation Action Santé et la Fondation du CEMEC. Cette année, l'Opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia sera en opération les 29-30 novembre, 6 et 7 décembre, 13 et 14 décembre, ainsi que les 20 et 21 décembre. Vous pourrez encore voir cette année la mascotte Nez Rouge, qui était un ajout l'an passé, sur le territoire de la Matapédia lors des soirs de raccompagnement. Grâce à notre nouveau partenaire, qui est Automobile Villeneuve d'Amqui, Nez Rouge aura même son propre véhicule. Le numéro de téléphone pour nous joindre demeure le 418-629-1212 ainsi que le 1866 Desjardins. La centrale sera toujours située au centre hospitalier d'Amqui, au 3e étage. Aucun de frais de stationnement pour tous nos bénévoles. Nos heures de service seront de 21h à 3h30 du matin durant nos soirs d'opération. Le recrutement des bénévoles est bien amorcé, mais vous êtes toujours invités à vous impliquer. S'impliquer à l'Opération Nez Rouge, c'est assurément une implication qui sert la communauté, mais aussi c'est une expérience enrichissante qui permet de faire le plein d'anecdotes mémorables. Vous avez toujours 3 fonctions possibles, qui est l'escorte motorisée, le chauffeur ou le partenaire. Puis, si vous désirez rester au chaud, vous pouvez être téléphoniste à la centrale. Si vous désirez vous impliquer, évidemment, il est obligatoire de remplir le formulaire de Nez Rouge que vous pouvez trouver sur le site web de l'Opération Nez Rouge, qui est opérationnezrouge.com, ou à la réception du CEMEC. Il y a toujours des formulaires disponibles et ils sont présentement disponibles ou ils le seront dans la journée. Finalement, en nouveauté cette année, je dois vous mentionner que Tim Hortons est le nouveau partenaire officiel de l'Opération Nez Rouge nationale et il sera aussi le fournisseur de café officiel sur la route. Donc, chaque bénévole pourra recevoir un coupon à la sortie ou pendant son implication pour recevoir un petit café gratuit au Tim Hortons. Je dois aussi vous mentionner que si vous vous impliquez, il y a de nombreux prix, il y a de nombreux tirages à travers tous nos bénévoles. Donc, vous pourrez entendre Alexandre Barrette, à titre de porte-parole officiel dans les médias, vous interpeller par le slogan « L'appel qui fait du chemin ». Les partenaires majeurs confirmés à ce jour pour la vallée de la Matapédia sont Automobile Villeneuve d'Amqui et Rouge FM. Et de nombreuses entreprises ont déjà commencé à confirmer leurs dons. Et je remercie les bénévoles des années précédentes et tous ceux qui s'impliqueront cette année. Sans eux, nous ne pourrions faire de cette opération un succès.
Nathalie est allée rencontrer Pierre Damour, le maire d'Amqui, et Marie-Camille Saint-Amour de l'OBVMR pour parler des stratégies d'éradication de la berce spondyle qui ont lieu cet été dans la ville d'Amqui. Monsieur Damour, cet été, vous avez procédé à essayer d'éliminer, en quelque sorte, c'est pas facile, la berce de spondyle sur notre territoire, mais combien de ressources étaient vouées à ça, finalement? En fait, on a continué cette année. Ça fait déjà quelques années qu'on investit des sommes. L'été dernier, on a, je dirais, comme doublé l'investissement financier. Donc, on parle entre 15 et 20 000 qu'on a consacrés. Mais bien sûr, ce n'est pas des argents directement qui étaient... On a eu l'aide du Fonds vert pour réaliser, donc s'assurer qu'on est capable de gérer adéquatement notre biodiversité. Donc, ça a permis l'embauche de 2 jeunes travailleurs. Donc, pendant toute la période estivale, on a eu la collaboration de 2 jeunes. Donc, ils ont procédé à de la coupe, ils ont procédé également à de l'arrachage de plantes. Et voilà, donc, en termes de ressources financières et ressources humaines, on a consacré, via la contribution du Fonds vert, on est capable d'embaucher 2 ressources. Bien sûr, ça s'est fait également avec de la libération de certains préposés du côté des services des loisirs là, pour accompagner ces jeunes-là. Et ça s'est fait où exactement? Parce qu'on sait que c'est beaucoup en bordure des chemins de fer, puis ben, j'imagine aussi où les jeunes familles peuvent aller s'amuser. Ouais. Tout à fait. Donc, en fonction du lieu, ce qu'on a visé, évidemment, on a priorisé les terrains de la ville, on a priorisé également les endroits qui sont davantage fréquentés, donc du côté des parcs, etc. Et dans ce cadre-là, dans la mesure du possible, on procédait soit par de la coupe, soit par de l'arrachage. Alors, donc, dans les surfaces plus urbaines, je dirais, là, on a traité, évidemment, principalement de l'arrachage. Il y a aussi des spécialistes qui ont pu vous aider, là. Oui, absolument. Maurice Bélanger, paysagiste, sont venus nous aider. Donc, on a confié un mandat. Dans ce cas-là, évidemment, ils ont procédé par de l'arrosage. Donc, on ne fait pas ça à l'intérieur des parcs. Donc, en bordure, entre autres à la rue des Forges, donc le long de la voie ferrée, entre autres, on a procéder à de l'arrosage. Bien sûr, quand on utilise ce type d'herbicide-là, il n'y a pas que la berce qui écope, on a d'autres types, évidemment, d'herbes. Donc, si vous allez le long de la rue des Forges, vous allez avoir peut-être qu'il y a des secteurs où l'herbage est devenu plus brun que vert. Alors, mais c'est une autre façon, donc sur des plus grands territoires, donc sur des plus grandes... dans notre réseau routier, évidemment, il y a moins de fréquentation citoyenne. Donc, on utilise un procédé qui est plus robuste, mais qui ne met pas en danger là, les effets liés à l'utilisation d'un herbicide. Ouais. C'était quoi exactement l'herbicide? Oh, je n'ai pas le nom précis, mais bref, ce qu'on sait, c'est que ça prend des gens qui sont qualifiés pour procéder à ce type d'arrosage-là. Donc, ce que possédait le groupe Bélanger pour procéder. Le nom exact, là, je n'ai pas par cœur, mais voilà. Donc, on a besoin de compétences spécialisées qui ont des permis pour procéder à ce type d'utilisation de produits d'herbicides. Est-ce que l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche vous est venu en aide un peu? Bien sûr, puis je les ai croisés à quelques reprises. D'abord, on avait 2 jeunes dynamiques là, que je vais féliciter pour leur intérêt, leur contribution là, dans ce contexte-là. Ils étaient des passionnés, puis ils ont fait leur travail avec beaucoup de compétences. On les félicite. Puis du côté de l'OBVMR, ils ont continué de nous soutenir. Ils ont eu des rencontres avec ces jeunes-là pour les aider là, dans leur mandat qu'on leur a fait confier. Alors oui, on compte toujours sur la collaboration appréciée de l'organisme bassin versant là, pour nous aider à éradiquer... on le sait, il va falloir qu'on poursuive les autres années, mais à tout le moins, il faut savoir qu'annuellement, année après année, on investit des sommes, mais il va falloir qu'on ait d'autres aides. Il va falloir qu'on continue d'avoir le support financier de d'autres partenaires pour réussir à, je dirais, limiter l'expansion de cette herbe-là. Mais c'est un dossier qui est majeur du côté de la ville d'Amqui et qui déborde même des limites de la ville d'Amqui. Alors, ce qu'on travaille pour les prochaines années, on essaie d'établir un partenariat avec d'autres municipalités. On a accès à des programmes de nouveaux modèles d'intercoopération municipale qui pourraient nous permettre de réaliser des projets, déposer des projets du côté du ministère des Affaires municipales. Donc, on travaille sur ce projet-là pour augmenter les effectifs, là, puis s'assurer qu'on est capable d'agir davantage qu'on le fait actuellement.
parmi les partenaires qu'on souhaite, évidemment, ça suppose la collaboration citoyenne. Donc, on agit du côté de la Ville, on sait qu'on est capable d'aller partout, mais au moins, on fait des efforts année après année. Les autres partenaires importants qu'on a dans cet enjeu-là, évidemment, c'est le MTQ et le CM. Lorsqu'on regarde où est-ce qu'est la prolifération de cette plante-là, bien, souvent, on va la voir le long de la 132 et on va la voir également le long de la voie ferrée. Alors, il faut que ces deux partenaires-là s'associent à l'enjeu qu'on a d'éradiquer cette plante-là. Alors, ben, on espère que ça va continuer les années qui suivent. Puis, on espère aussi la voir disparaître un jour. Oui, on le souhaite, mais c'est un enjeu majeur. Sur bien des endroits, on est interpellé également par les agriculteurs. Hein? Donc, en bordure des grands champs, là, on voit que ça prolifère. Oui, c'est un enjeu majeur, mais comme je l'ai dit, on va continuer de mettre les ressources, mais on va avoir besoin d'autres partenaires pour nous aider. Puis c'est un enjeu qui devient matapédien. Là. Ça déborde des territoires des limites de la ville d'Amqui, mais on va, comme je le mentionnais, on va essayer de travailler à réaliser des projets intercoopératifs avec d'autres municipalités pour réussir à l'éradiquer. Oui, c'est ce qu'on vise ultimement, mais il va falloir qu'on fasse preuve de patience. On n'abandonnera pas. On va mettre les ressources requises qu'il faut, mais on va s'assurer de faire ça avec l'aide, entre autres, du ministère des Affaires municipales. Alors, merci beaucoup, M. Damour. Ça fait plaisir. Au plaisir. Au revoir. En résumé, ce qu'on a fait durant la saison estivale 2019 pour la Berce-Fondil, on a vraiment continué encore tout ce qui est sensibilisation, puis tout ce qui est guider les municipalités, les MRC dans cette lutte-là. Donc, on a sorti des nouveaux outils de sensibilisation pour les citoyens qui vont pouvoir être utilisés par les municipalités ou toute autre personne qui veut utiliser cet outil de sensibilisation-là. On a fait des kiosques, beaucoup de communiqués de presse, de posts Facebook. Fait vraiment, on a continué dans la sensibilisation pour l'éducation, pour que le monde puisse savoir quoi faire, comment le faire, puis vraiment de manière sécuritaire. Puis aussi, avec les municipalités, pour ceux qui avaient des employés cette année, qui pouvaient faire des actions sur leur territoire, bien, on est allé les rencontrer pour leur donner des formations. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment continuer de faire aussi, c'est d'être là pour guider les municipalités ou tout acteur voulant faire la lutte contre la Berce-Fondil, c'est de les guider dans cette lutte-là en leur donnant toutes les informations dont ils ont besoin pour faire la lutte. Par exemple, si on prend l'exemple de couper des ombelles, qui est des fleurs de berce, c'est une méthode de lutte, mais il ne faut pas oublier dans cette méthode de lutte-là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas juste couper les fleurs quand elles sont blanches en fleurs parce que la plante va en refaire une autre fleur très, très rapidement. Fait que la méthode la plus efficace, c'est de couper les fleurs quand elles sont en graines. C'est sûr qu'il va falloir retourner quelques fois parce qu'ils ne sont pas en graines en même temps. Mais ça, c'est un exemple de petites techniques qu'on peut vraiment donner comme information aux citoyens puis aux municipalités. C'est quelque chose de facile, mais il faut le savoir. Fait que ça, c'est vraiment un exemple de technique de lutte qu'on fait la sensibilisation. On a une section sur le site Internet de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, simplement pour la Berce-Fondil. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus. C'est divisé en plusieurs volets, un pour l'identification, un pour la cartographie, puis un sur les méthodes de lutte. Dans ce volet méthode de lutte-là, il y a plein de choses qui vous est expliquées, quand le faire, comment le faire, selon votre type de terrain. Qu'est-ce que vous êtes mieux de faire? Qu'est-ce qui est adapté pour vous? Donc, vraiment, là, vous pouvez aller voir sur notre site Internet, il y a plusieurs informations, plusieurs outils qui vont vous permettre de vous guider dans cette lutte-là. Il y a plusieurs techniques de lutte, puis tout ce qui est arrosage avec des herbicides, ben ça va être une technique qui va être utilisée quand il y en a énormément, puis il n'y a pas d'autre solution possible. Comme quand le sol il est tellement rocheux que c'est impossible de mettre la pelle dedans. Fait que vraiment, on utilise ce recours-là comme un dernier recours. Il n'y a plus d'autres techniques qui fonctionnent, donc on va y aller avec l'herbicide. Puis ça, c'est une utilisation qui doit être utilisée intelligemment. On fait très attention. Il faut absolument pas être dans un milieu humide ou hydrique. Vraiment la concentration, puis aussi pour notre santé aussi. Fait que vraiment cette technique-là,
est utile, mais c'est à certains moments opportuns. Puis si on a la possibilité d'utiliser un autre traitement que ça, c'est ça qu'on va favoriser. Comme nous, cet été, on a fait des traitements sur des colonies qui sont isolées, donc en périphérie de tout ce qui est la grosse colonie, pour empêcher que ça se rende encore plus loin. Fait que nous autres, c'est ça qu'on a favorisé vraiment comme traitement cet été. Vraiment des colonies isolées, pour pas après ça que ça se ramasse dans le bois, puis plus loin vers le nord. Donc, c'est ça. Puis, vraiment, majoritairement, on est allé à la pelle, mais ça nous est arrivé d'utiliser des herbicides, mais c'est seulement qu'une fois. Puis, c'est comme pour donner un coup de pouce de départ, mais vraiment, si c'était possible de ne pas l'utiliser, on l'aurait pas fait. Puis c'est ça, c'est dans des situations où c'est réellement nécessaire. Pour les agriculteurs, on a un projet avec le MAPAC, qui est le club Action Sol en ce moment. Puis, on fait des traitements expérimentaux en champ. Donc, oui, ils peuvent nous contacter pour avoir des informations, mais il y a aussi le club Action Sol qui s'y connaissent vraiment bien en tout ce qui est herbicide, et aussi le MAPAC. Donc, on est les 3 organismes qui peuvent contacter pour obtenir de l'information. Puis justement, avec le nouveau projet qu'on a sur pied, ça permet vraiment de voir quel herbicide est les plus efficaces, puis aussi à quelle période de l'année c'est mieux de l'utiliser. Donc, c'est ça. Les agriculteurs peuvent nous contacter pour poser des questions. On vous emmène en road trip avec Mireille Chalifour de l'OBVMR pour faire un tour des jardins de pluie qui ont été mis en place cet été. Aujourd'hui, dans la vallée de la Matapédia, on est en train de faire une tournée des jardins de pluie pour le saumon. En fait, c'est la finalité d'un projet qu'on a depuis un bon bout de temps, qui fait depuis 2014 qu'on a commencé avec la sensibilisation avec les citoyens. En 2012, d'ailleurs, les acteurs de l'eau du bassin versant déjà ciblaient la problématique de la gestion des eaux de ruissellement. On a remarqué qu'après la pluie, dans les centres urbains, proches des villes, il y avait des fossés qui rejetaient brun dans nos rivières à saumon. Fait que de fil en aiguille, les municipalités qui sont de Sébec, Val-Briand, qui ont passé par Amqui, on va ensuite au Lac-aux-Saumons, Cozapscal, Saint-Florence et Matapédia, pour bien toutes les nommer, parce qu'ils ont été des acteurs de changement, en fait, dans la vallée. Moi, je les considère vraiment des ambassadeurs de la gestion des eaux de pluie. Ils ont pris comme on peut dire, l'épaule à la roue, et ont commencé à faire, OK, nous, on va faire des aménagements pour prouver que oui, c'est faisable pour des petites municipalités de faire des gestions des eaux pluviales pour notre voirie, parce qu'on a des municipalités qui ont une voirie rurale qui est avec une bonne pente. On a des développements urbains dans plusieurs de ces municipalités-là qui se retrouvent soit en zone humide, comme pour Sébec, ou en zone très pentue, comme pour Amqui, Cozapscal, Saint-Florence, Matapédia. Donc, c'est vraiment d'emmener ces gens-là à travailler ensemble et faire des aménagements pour mettre en œuvre une gestion adéquate des eaux de pluie. Donc, aujourd'hui, on fait l'honneur, on a des gens qui sont avec nous de Notre-Dame-du-Portage, de Rimouski, de Bonaventure, qui sont en train de visiter la vallée pour venir voir comment, à Matapédia, on gère les eaux de pluie. On a été voir les aménagements à la municipalité de Matapédia. On a des citoyens de plus que 24 aménagements qu'on était voir dans la municipalité de Matapédia, où il y a un bel arrimage qui s'est fait entre les aménagements de la municipalité et les aménagements des citoyens. Donc, on a des jardins de pluie qui sont aménagés, des jardins de pluie. En fait, c'est un endroit où on va prendre l'eau des gouttières ou l'eau des stationnements et on va l'emmener jusque dans un aménagement. Des fois, soit on voit ces aménagements-là, des fois, les gens font des butons, pour pouvoir mettre un arrimage, mettre des fleurs et tout. Nous, ce qu'on invite les gens, c'est de faire un creux. Puis que dans ce creux-là, on puisse cumuler les eaux de pluie, peut s'infiltrer. Donc, on va capter, infiltrer les eaux de pluie pour la ralentir, pour pas qu'on ait une surverse qui arrive dans nos rivières et qui crée de l'eau brune, qui crée une eau qui est inapte pour une bonne qualité de l'eau, pour ce qui est de nos saumons, tous nos poissons qui vivent dans la rivière et les habitats aquatiques. Alors, le grand aménagement de ça, on visite également les débarcadères de bateaux.
De ces débarcadères de bateaux-là, on va voir le débarcadère de Lac-aux-Saumons et le débarcadère de Val-Briand également. C'est des projets là, qui ça fait au moins 3-4 ans et même plus, qu'on a au moins, je dirais, 6 ans qu'on a dans la mire, puis qu'on a réussi à avoir les sous. Puis là, maintenant, les aménagements sont finis. À Lac-aux-Saumons, à Val-Briand, on a maintenant des débarcadères, ce qu'on dit durables. On n'a plus de sédiments qui s'en va directement dans le lac. On a vraiment coupé tout l'endroit, les sédiments, là, c'est les particules fines, parce que des débarcadères, il y a la zone de bateau, une grande zone de stationnement. Et généralement, quand il pleut, on a vraiment tout ce ruissellement là, qui arrive dans la zone des débarcadères de bateau, qui crée de la petite particule fine, qui fait que du sédiment mou là, quand on va se baigner, qui est vraiment désagréable, de la croissance de plantes aquatiques. Il y a de la dermatite de baigneur aussi qui peut se mettre parce qu'on a plus de plantes et autres. Il y a plus de canards qui viennent s'y mettre. Donc, on vient vraiment nuire à une qualité d'habitat, là, tant pour savourer l'activité nautique dans ces endroits-là que pour qui est la qualité des eaux pour se baigner et pour profiter des aménagements qu'on a municipaux. Les résultats observés aujourd'hui sont vraiment, maintenant, on a des aménagements que ça fait 2 ans qui ont été faits, donc on peut les voir en fleurs. On peut voir les aménagements qui ont fonctionné, les erreurs aussi, je dirais les apprentissages qu'on a faits. Il y a des aménagements qu'on a vus, qu'on faudrait arranger pour pouvoir mettre en œuvre de manière plus efficacement, avoir une longévité au niveau des infrastructures, notamment avoir, quand on fait une zone de réception des sédiments fins, d'avoir une zone de pré-traitement. Dans certains endroits, il n'y en a pas eu. Puis là, on voit qu'il va falloir que ça soit refait. Donc, les résultats sont... On a pu partager tous nos apprentissages avec ces gens-là qui viennent de la région de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, mettre en application, l'enseigner également auprès de leurs citoyens, de leur ville, de pouvoir diriger, coacher, puis pouvoir que si les autres gens veulent venir voir ou connaître, bien, ils vont pouvoir partager avec ces gens-là. Nous avons également les résultats de ça, c'est le partage d'expérience entre des gens de travaux publics, de municipalité à municipalité, les directeurs généraux, les gens de chacune des municipalités qui ont participé sont venus voir, ils sont venus partager leurs connaissances également. Et ça aussi, c'est précieux, même si on n'a pas pu faire partie de la tournée. À chaque endroit, ils sont venus pour nous voir et pouvoir prendre connaissance, expliquer qu'est-ce qu'eux, ils ont fait également dans leur municipalité. Parce que dans ce projet-là, il y avait beaucoup de partage de connaissances. Puis, on a pu voir qu'en plus de faire les aménagements qui étaient prévus dans le projet, ces municipalités-là, ils ont été dans d'autres aménagements. Ils ont aussi mis en pratique à d'autres endroits dans toute leur municipalité pour vraiment commencer à faire une gestion durable des eaux de pluie. Et le résultat, ce qu'on entend, c'est que c'est bénéfique, c'est durable, ça a été au profit d'une voirie qui a moins été ravagée au printemps, par exemple, ou dans les zones d'inondation, que les ornières n'ont pas toutes remporté l'eau au printemps. On a pu l'entretien qui est minimalisé, finalement, au niveau des fossés, parce qu'on a juste à nettoyer les petits bassins de sédimentation qui sont dans les certains endroits. L'impact, on le voit en bas également. On a beaucoup moins de matière en suspension, de sédiments fins, de particules fines qui arrivent à la rivière. Ça marche, c'est fonctionnel, c'est simple. Puis c'est tellement pas compliqué à faire, c'est juste d'adopter ce savoir-faire-là. Nous, on est à la fin de ce projet-là en tant qu'au niveau des sous du projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Fait qu'on veut rencontrer les municipalités qui sont présentes et on veut savoir où ils veulent aller dans cette optique-là. On sait qu'il y a un projet en ce moment qui va être déposé pour certaines municipalités sur la gestion durable des eaux de pluie où tous les plans et devis qui ont été faits pour ces municipalités-là, on va essayer d'aller chercher les sous pour les mettre en œuvre. Donc, on va voir les municipalités qui vont se mettre en action. Donc, il va y avoir d'autres aménagements qui vont venir. On va voir, les dépôts vont se faire à la fin de septembre. On va savoir s'il y a des sous qui vont arriver cet hiver. Donc, si les sous arrivent et les projets sont reçus de manière positive, on a des aménagements municipaux qui vont arriver l'année prochaine dans au moins Amqui, Akozabskal et Matapédia. On a mis des caméras qui prennent des photos aux heures, des caméras de chasse, des endroits où il y a des eaux de ruissellement. Et on sait qu'il y a eu beaucoup moins d'eau qui a ruisselé grâce à ces aménagements-là. On voit l'impact en tant que tel de ce qui ruisselle directement à la rivière ou au lac. Donc, en voyant ça,
on sait qu'on a un effet positif. Des fois, on le voit simplement par le fait que la municipalité n'a pas eu à refaire son gravier. Quand il y a une descente en gravier, il faut qu'elle repose le gravier à chaque année parce que le gravier est toujours rendu en bas de la pente. Mais là, le gravier, il est pas tout érodé, comme on dit, pas tout transporté dans le bas de la pente, puis qu'il faut refaire remettre ça, le gravier, refaire. Donc, il y a vraiment des démarches que les municipalités ont pu à faire. On a des coûts en moins. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont faits ailleurs, mais c'est des coûts pas de réparation, c'est des coûts d'entretien. Vraiment, on s'en vire dans d'autres types de dépenses, mais qui sont moindres. Également, on a attendu aussi des citoyens aussi qui, avant, il y avait de l'eau dans leur cave, mais cette année, ils n'en ont plus eu parce qu'ils ont fait justement la gestion durable de l'eau de pluie. Souvent, on voit vraiment, parce qu'on a fait des visites résidentielles de citoyens, on a fait des visites du Nord où environ une trentaine de citoyens dans tout le bassin versant. Puis souvent, ça vient bénéficier leur fondation de maison. Les gens, ils ont débranché leur gouttière, ils ont laissé l'eau couler le long de leur fondation, puis ils réalisent pas qu'il y avait vraiment un impact là, en tant que tel sur leur fondation. Puis là, après, c'est pour ça que mon salage, il fendait, c'est pour ça que j'avais de l'eau dans le cave à chaque année. Bien oui, tu sais, le résultat est fait. Puis ce qu'on a observé aussi, c'est que les toitures en bardeau, avec le vieillissement, ces toitures-là, bien, ils rejettent la petite grenaille là, qui brille là, des toitures en bardeau, puis d'asphalte. Puis toutes ces grenailles-là s'en vont dans les drains, puis ils viennent obstruer ces drains-là. Fait qu'éventuellement, même leurs drains de fondation peuvent être bouchés par le ruissellement de leur toiture. Fait que souvent, on dit « Mais non, je pollue pas, j'ai juste une toiture, j'ai de la pelouse, j'ai des arbres, j'ai une entrée en pavé. » Mais déjà, rien que notre toit, il emmène beaucoup d'asphalte, qui est du sable bitumineux, qu'on a mis en bardeau, puis qu'on envoie directement à la rivière, ou on envoie dans les égouts pluviaux qui s'en va à la ville, qui s'en va à les étangs d'épuration également, qui va éventuellement retourner dans l'environnement. Donc, s'il y a des municipalités, des écoles, je ne sais pas, des particuliers qui voudraient avoir cette étude-là, bien, c'est possible de vous rejoindre? Oui, ils peuvent nous rejoindre, c'est sûr qu'on peut donner des services conseils là-dessus. Ça va nous faire un grand plaisir, les conseiller, les coacher, comment faire une gestion durable de leur eau de stationnement pour éviter que finalement, que toute surface imperméable vienne augmenter les eaux de surverse qui peut se faire dans une municipalité. Parce qu'il faut penser qu'il y a une partie comme d'Amqui, tant à Matapédia, tant à Sébec, que les eaux, quand il pleut très fort, ces eaux de pluie-là vont augmenter dans ce qui arrive dans les étangs d'épuration. Par exemple, aujourd'hui, à Amqui, Stéphane nous disait comme quoi que, mettons, il y a 3000 mètres, je me souviens plus, là, je pense que c'est 3000 mètres cubes qui arrivent, mais il va y avoir 4000 mètres cubes qui va arriver de plus quand il y a une grosse pluie. Fait que c'est vraiment une gestion haute, puis c'est juste de l'eau de pluie qu'on aurait pu éviter qui arrive aux étangs d'épuration et qui vient aussi diminuer l'impact ou comment on peut dire le traitement le plus efficace qu'il y aurait eu aux étangs d'épuration. Là. Est-ce qu'il y a une personne plus désignée à contacter? Est-ce que c'est toi? Qui nous contacte à l'organisme de bassin versant. On est un groupe de conseillers qui va vous conseiller là-dessus. Donc, aussitôt qu'il y a des expertises qui nous conseillent, on va vous mettre les personnes professionnelles adéquates pour rendre service. Nous avons reçu la visite de M. Carl Brault, qui est un Matapédien d'origine et qui habite maintenant en Chine, qui est aussi un homme d'affaires émérite dans ce pays. Donc, Nathalie l'a rencontré. On vous partage son entrevue et si vous voulez voir des extraits en exclusivité de sa conférence, dirigez-vous vers notre chaîne YouTube. Monsieur Brault, bienvenue dans la vallée, votre coin de pays où vous êtes né. Est-ce que vous pouvez me dire un peu qui vous êtes, de quelle famille vous êtes issu ici dans la vallée? Bien, moi, je suis natif d'Amqui, évidemment. Mon père et ma mère sont toujours ici à Amqui. Mon père, c'est Donald Brault. Il enseignait au secondaire à Amqui, puis il était impliqué en affaires ici beaucoup dans la région. Fait que c'est ça, j'ai fait mon secondaire ici. Je suis revenu, en fait, j'ai créé une entreprise à Amqui pendant mon doctorat il y a environ, ça fait quand même un certain moment, là, je vais dévoiler mon âge si je vous dis quand, mais c'est devenu, l'entreprise s'appelait Mecker, puis c'est devenu Cerex, dans le fond, aujourd'hui, qui est quand même encore existant. Ça fait que c'est le fun quand je reviens ici, je vois Cerex est encore là, donc ça me fait un petit sentiment d'accomplissement.
Wow, super ça. Et puis, ben, vous avez étudié au HEC. Dites-moi, est-ce que c'est là que vous avez eu la piqûre ou après avoir rencontré votre compagne pour travailler à l'international? Ben moi, dans le fond, j'ai pas étudié à HEC, j'ai étudié à l'École polytechnique de Montréal. Ben, en fait, après mon secondaire ici, j'ai étudié en Ontario. Donc, je suis allé en Ontario faire mon génie. Par la suite, je suis revenu à l'École polytechnique. Je suis ingénieur de formation. Je suis revenu à l'École polytechnique où j'ai fini ma maîtrise. Après ça, j'ai commencé mon doctorat, mais j'ai pas terminé mon doctorat. Je suis parti en affaires. J'avais déjà un peu la passion des affaires probablement à ce moment-là. Mais je suis allé à MIT aussi par la suite, quand même une école bien réputée aux États-Unis. J'ai aussi un certificat de gestion, Board Director Certification, dans le fond, de UCLA aux États-Unis. Donc, j'ai étudié pas mal, dans le fond. Pour ce qui est du parcours vers la Chine, mettons, ben j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma carrière, j'ai toujours eu j'ai un peu de facilité pour les langues. Puis, j'ai toujours eu le chapeau Chine, là, que ce soit parce que par la suite, dans le fond, j'ai quand même travaillé dans des grandes entreprises, Masonite qui est coté en bourse, Polycar qui n'était pas si gros quand j'ai commencé, mais qui est maintenant une très grande entreprise au Québec. Puis dans les deux cas, c'est moi qui gérais la Chine. Donc, puis j'avais un intérêt, j'imagine, pour l'extérieur. Donc, j'ai développé une connaissance de la Chine à ce moment-là. Aussi, j'ai appris la langue, le chinois. J'avais commencé déjà il y a très longtemps à apprendre le chinois. Je ne sais pas exactement, ça doit faire quand même peut-être une dizaine d'années déjà. Puis en 2011, c'est là que j'ai fait le grand saut vers la Chine. Et vous avez décidé de vous établir là plutôt qu'au Québec, et vous auriez pu faire l'inverse aussi. Est-ce que c'est pour votre compagne que vous avez choisi de vous installer? Bien, c'est un peu des deux, oui, certainement pour ma compagne, mais aussi quand même la Chine. D'ici, c'est dur à voir parce que c'est très loin, puis on n'est pas trop familier, mais en fait, pour les affaires, c'est un bon endroit actuellement. Là. Les choses sont en effervescence, en croissance, puis il y avait un besoin pour... Puis moi aussi, en ayant la langue, bien là, il y avait vraiment une belle opportunité de faire le projet que j'ai fait. Puis effectivement, on a quand même un certain succès. Donc, un peu des deux, je dirais. D'un côté, dans le fond, de voir l'opportunité d'affaires, parce qu'on aurait pu travailler où on voulait. Hein. J'aurais effectivement pu travailler au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Mais la Chine, ça m'intéressait, dans le fond, de me donner ce défi-là. Là, puis je suis bien content de l'avoir fait. Parlez-moi un peu de vos relations avec vos clients et les clients avec le Québec. De quelle façon vos clients perçoivent le Québec au départ, puis après vous avoir rencontré? Je ne sais pas par rapport à moi, mais la Chine, en fait, par rapport à la Chine, le Canada a quand même une bonne réputation. Là, récemment, c'est plus difficile. Il y a une tension diplomatique un peu entre les deux pays. Mais c'est aussi avec les États-Unis. C'est un peu tout le monde est pris dans un genre de tourbillon diplomatique. Là. Mais quand même, les relations restent bonnes. Moi, c'est sûr que ça va très bien. Puis le Québec a quand même sa petite identité bien à elle là, par rapport à la Chine parce que, je dirais, on a une excellente réputation, surtout au niveau, déjà qualité de vie, grand air, mais côté affaires, c'est le divertissement qui nous distingue, surtout avec Cirque du Soleil, évidemment. Fait que la réputation du Cirque du Soleil, puis de plusieurs autres grandes entreprises, dans le fond, qui sont actives, mettons Moment Factory, vraiment des belles entreprises de la région de Montréal, c'est pas juste au Québec, là, c'est à travers le monde, incluant en Chine, qui fait que les gens font souvent la distinction que le Québec, c'est un endroit de gens qui sont créatifs, qui sont ouverts sur le monde. Puis, on garde un peu notre petite identité, là, quand même, à travers tout ça. On a une belle réputation, c'est sûr. Aussi, on a déjà bilingue, dans le fond, français-anglais, on a déjà un intérêt vers l'anglais. Fait que ça crée, je pense, on a déjà un rôle où on a toujours été forcé, dans le fond, de regarder vers les États-Unis. Donc, je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui fait qu'en général, entre les Chinois et les Québécois, ça se passe très, très bien. Et là, présentement, ça va très bien, votre entreprise. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez encore travailler là, pour que ça soit encore plus gros? Nous, dans le fond, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà parce que c'est quand même 7 entreprises maintenant, c'est 2 grands secteurs d'activité. Ça fait que du côté du divertissement, on va continuer à grandir. La Chine est un gros demandeur dans le domaine du divertissement déjà. Là, on vient de signer un contrat avec Disney, donc on avait déjà plusieurs beaux contrats en route. Là, on est déjà promoteur pour Blue Man Group.
Béton du Québec, il y a les Violons du Roi, Buzz Brass, tous les projets qui sont en cours actuellement en Chine où on est promoteur, où on est principal acteur. Ça va juste grandir. Puis évidemment, Cirque du Soleil, c'est notre plus gros client en divertissement. Donc, Cirque aussi, là, on vient d'ouvrir avec eux le show permanent du Cirque à Hangzhou qui est en Chine. C'est un peu comme à Vegas. Puis, ça va ne continuer que grandir. L'autre côté, qui est la fabrication, on a 2 secteurs d'activité qui sont complètement séparés dans l'entreprise. L'autre côté, c'est la fabrication. Là, on vient juste d'ouvrir une deuxième usine là, à Shenzhen, dans le sud. Aussi, de ce côté-là, on va continuer à fabriquer de plus en plus. Fait que la réponse à votre question, c'est vraiment dire on va juste faire plus de ce qu'on fait déjà. Là, je pense que la direction est bonne. Il faut juste s'accélérer dans la direction où on est déjà parti. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre comme passion? Dans le fond, bien modestement, je suis fier d'être ici. C'est juste de partager un peu mon expérience personnelle avec les gens d'ici. Ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Il y a une petite saveur pas pareille. Je donne quand même beaucoup de conférences, puis il y a quand même une petite saveur pas pareille de revenir à la maison là, pour donner une conférence. Écoute, je pense qu'il y a quand même plusieurs étudiants qui vont être ici ce matin. Pour les étudiants, mais c'est de leur montrer que, moi, je suis à peu près le plus loin qu'on peut être d'Amqui. Ça fait que, la planète est là, dans le fond, que ce soit quelle ambition que vous pouvez avoir, dans le fond, vous pouvez l'atteindre, c'est sûr, si vous mettez les efforts. Je pense que c'est un beau message à transmettre, là, venant de quelqu'un que moi aussi, je suis né à Amqui. Pour les gens d'affaires en général, c'est de pas... Je pense que de façon générale, je ne sais pas pour la Matapédia, mais de façon générale au Québec, on a un peu trop tendance à s'asseoir sur le marché américain pour les exportations, puis dire, bon, on a réussi aux États-Unis, donc c'est fait. Mais en fait, les Américains, c'est sûr que c'est un bon marché, mais il y a d'autres marchés aussi qu'on peut explorer. La Chine, en fait, est un marché qui est loin géographiquement, mais qui a une grande demande pour plusieurs produits, même des produits qui se font ici dans la région, que ce soit l'alimentaire ou des produits simples, donc, ou des produits plus compliqués aussi. Donc, ça serait juste de dire qu'il faut quand même bien se préparer parce que c'est une grande aventure, mais ça vaut la peine de considérer des marchés autres que les États-Unis pour l'exportation actuellement. Alors, merci beaucoup et puis on vous souhaite un excellent séjour chez nous. Parfait. Merci à vous. Plaisir. La prochaine clinique Amis des bébés aura lieu le 14 novembre prochain entre 9h et 10h30 à l'Espace Famille d'Amqui. L'atelier sera sous le thème « Le langage des enfants » animé par Mélissa Thériault, orthophoniste. Le club de danse L'Amitié d'Amqui vous invite à son party de Noël où un souper sera servi suivi d'une soirée de danse en ligne et sociale le samedi 7 décembre à 17h30 au gymnase de l'École Caron, porte 4, 50 rue Roy, Amqui. Les 28 et 29 novembre prochains, sous le thème « Ton don me va droit au cœur », soutenez Centraide BSL en vous procurant les délicieuses galettes du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia disponibles dans différents points de vente situés sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Merci à Mme Lise Roy des Cuisines LR de l'École secondaire Armand-Saint-Onge de sa précieuse collaboration. Vous pouvez réserver votre boîte au 88 629 44 56, poste 207. Dimanche le 17 novembre entre 10h et 16h30, Salon des artistes et artisans de Val-Brillant. Une invitation du Cercle d'infirmières de Val-Brillant, entrée gratuite. Belle opportunité d'affichage sur les matelas de protection du club de patinage de vitesse d'Amqui. Il reste de la place pour quelques entreprises ou organismes. Contactez-les via leur page Facebook CPVA. La tournée Vivre mieux en collaboration avec Santé mentale Québec s'arrêtera à l'auberge L'Ambassadeur à Amqui le 19 novembre de 13h30 à 15h30. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire par courriel à l'adresse rayon de partage à commercial-globetrotter.net ou au 88 629 51 97. C'est déjà tout pour cette édition d'Info.tvc. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez manqué une émission de la télévision communautaire, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube TVC de la Matapédia. Et je vous invite à jouer au bingo ce dimanche 12h30. Bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook.
Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.